Séquence dense à l'Assemblée nationale. Nomination, énergie, situation internationale, éducation, immigration. Les députés interpellent le gouvernement sur des sujets majeurs. Pour suivre ces échanges dans leur intégralité, abonnez-vous à Hémicycle, likez cette vidéo et partagez-la. Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Éric Coquerel pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Cette question porte sur la nomination d'Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques. Je la formule sans aucun esprit polémique, mais avec solennité, en espérant convaincre et vous et celui qui vous nomme. Mais je l'affirme, de cette nomination, rien ne va. La question des qualités de Madame de Montchalin n'est pas en cause, hormis qu'elle n'est pas membre du corps des magistrats financiers. Rappelons d'abord que la Cour des comptes est une institution dont l'indépendance incontestée est capitale, à un moment où la population doute parfois de nos institutions. La charte de déontologie des juridictions financières est claire. Elle impose neutralité, indépendance, impartialité et prévention des conflits d'intérêts, notamment vis-à-vis du pouvoir en place. Du fait de ses fonctions actuelles, Madame de Montchalin ne répond à aucune de ces exigences. Ministre actuelle du budget, elle est l'artisane, et c'est son rôle, des deux derniers projets de loi de finances ainsi que de celui à venir. Or, jamais personne n'est passé de la tête du ministère des Comptes publics à la tête de la plus haute autorité censée contrôler les comptes de la nation. Jamais une personne, 6 mois auparavant ministre des Comptes publics, n'a donné à l'automne un avis sur le budget qu'elle a elle-même préparé. Difficile d'être davantage juge et partie. Jamais une personne n'a été nommée pour une durée potentielle de 27 ans à un poste structurant pour la juridiction, notamment pour les nominations. Avec cette nouvelle nomination et peut-être d'autres à venir, comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? On parle notamment d'un très proche du chef de l'État nommé à la tête de la Banque de France. Monsieur le Premier ministre, ce qui gangrène les institutions, ce ne sont pas les oppositions qui exercent leurs droits, mais bien des nominations comme celle-ci. Il vous incombe de convaincre le chef de l'État de jouer son rôle constitutionnel, veiller au respect de la Constitution et assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Cela commence par l'indépendance et la crédibilité de la Cour des comptes. Merci beaucoup, Monsieur le Président Coquerel. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Coquerel. Vous êtes président de la Commission des finances, vous connaissez donc parfaitement le rôle et l'organisation des institutions. Avant de vous répondre sur Amélie de Montchalin, je voudrais d'abord vous répondre sur la Cour des comptes. La Cour des comptes, vous savez, répond à 3 grands principes fondateurs. L'impartialité, la collégialité et l'indépendance. Amélie de Montchalin sera première présidente de la Cour des comptes, mais elle travaillera au quotidien avec 8 présidents. C'est ce qui fonde la collégialité des choix qui sont faits, la collégialité des débats qui auront lieu. Et par ailleurs, vous le savez, vous l'avez vu au cours des débats ici au Parlement sur le budget, Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans. Elle n'a jamais hésité, y compris quand c'était douloureux, à dire la vérité sur les chiffres, à dire la vérité sur les comptes, et elle continuera de le faire demain en tant que première vice-présidente de la Cour des comptes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Xavier Albertini pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Monsieur le Premier ministre a annoncé ce week-end que la programmation pluriannuelle de l'énergie serait publiée à la fin de cette semaine. Cette décision, certes abondamment commentée, a été unanimement saluée par l'ensemble des filières françaises de l'énergie qui réclament depuis plusieurs années de la visibilité pour engager leurs décisions d'investissement, d'emploi et de formation. Si nous regrettons bien entendu l'absence de vote de loi de programmation de l'énergie et du climat, nous saluons la publication imminente de la PPE 3. L'urgence est de fixer une trajectoire claire et ambitieuse, seule à même de garantir dans la durée notre sécurité d'approvisionnement et notre souveraineté énergétique. Pourtant, à quelques jours de la publication de ce document si stratégique pour notre avenir énergétique, les seuls chiffres dont nous disposons sont ceux de la PPE mise en consultation en mars dernier. Or, vous avez récemment indiqué, Monsieur le Ministre, un ajustement de ces objectifs et d'orientation pour tenir compte, d'une part,
de la publication du bilan prévisionnel 2035 de RTE, qui fait notamment apparaître un ralentissement de l'électrification de l'économie. D'autre part, des débats qui se sont tenus au Parlement dans le cadre de l'examen de la proposition de loi Grémillet. Enfin, de la sécurisation prochaine du cadre juridique relatif au développement de l'hydroélectricité. Monsieur le ministre, ma question portera sur 3 points. Tout d'abord, pouvez-vous nous indiquer l'ampleur de ces ajustements? Ensuite et surtout, pouvez-vous nous confirmer que les choix énergétiques qui seront arrêtés par décret permettront de maintenir un prix de l'électricité stable et compétitif pour tous nos concitoyens, mais aussi pour toutes nos entreprises? Et enfin, pouvez-vous nous assurer que les équilibres fixés permettront de garantir l'acceptabilité dans tous les territoires du développement des énergies renouvelables? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Albertini, vous l'avez dit, il y a urgence à avancer sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les débats se sont tenus dans cet hémicycle sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et dans les mois précédents sur une loi qui concernait l'accélération du nucléaire, qui concernait l'accélération des énergies renouvelables et sur lesquelles nous avons pu avancer ensemble. C'est une urgence majeure pour la souveraineté française, pour le pouvoir d'achat des Français et pour la préservation de la planète. Les débats seront intégrés bien sûr dans la PPE qui sera présentée par le Premier ministre jeudi prochain, donc cette semaine. Ils prennent en compte les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle. Elle prendra aussi en compte les derniers travaux de RTE qui nous ont amenés à modifier certaines trajectoires, tant sur le nucléaire que sur certaines énergies renouvelables. Et elle prendra bien sûr en compte l'impérieuse nécessité d'avancer sur l'électrification, qui est évidemment la clé de la réussite de la transition énergétique. Sur la question du coût, c'est inhérent à la publication même de la PPE, puisque produire une énergie décarbonée en France, c'est sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. 60%, vous le savez, de l'énergie que l'on consomme en France provient des énergies fossiles, provient du gaz, provient du GNL. Et donc c'est un enjeu, encore une fois, de souveraineté que de pouvoir d'achat. Quand on produit en France, qu'on maîtrise ce que l'on produit et qu'on produit suffisamment, ça aide évidemment à stabiliser les factures d'électricité des Français. Et sur la question de l'acceptabilité, c'est une évidence, et le Premier ministre l'a d'ailleurs rappelé dans son interview dimanche. Nous entendons les difficultés territoriales qu'il peut y avoir dans certains secteurs et sur certaines productions. C'est aujourd'hui, vous savez, pris en compte lors du déploiement des projets, et ça le sera évidemment à l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre privilégie dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie la modification des unités de production électrique sur les éoliennes déjà existantes, puisque certaines datent de 2001, plutôt que de construire des mâts pour construire des mâts. Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le député. Simplement, Madame la Ministre, pour vous indiquer que le groupe Horizon et l'ensemble des députés sera particulièrement sensible à l'acceptabilité sur les territoires. Ils ne nous manqueront pas de revenir vers vous pour vous alerter. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Johan Gillet pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des comptes publics. Madame la Ministre, demain, vous serez nommée par le Président de la République à la tête de la Cour des comptes. Demain donc, vous devrez évaluer ce que vous et vos amis avez vous-même détruit. On peine à y croire, mais demain vous serez donc juge et partie. Voilà le scandale démocratique dont vous êtes l'incarnation. Vous et l'ensemble de la Macronie. La République des copains à ciel ouvert. La République de ceux qui savent qu'ils vont être sortis par les Français du pouvoir et qui, avant de partir, tentent de tout verrouiller. Madame la Ministre, le budget que vous avez défendu alourdit déjà la dette monstrueuse du pays. Les dépenses publiques continuent de grimper, avec une hausse de 37 milliards d'euros cette année. Et pour financer tout cela, les Français devront payer 10 milliards d'impôts supplémentaires. Et pour quel résultat? Aucun problème majeur du pays n'est résolu. L'école est déclassée, le système de santé est débordé, les outre-mer sont totalement abandonnés, notre industrie et notre agriculture sont en détresse, notre souveraineté énergétique est mise à mal, l'immigration est hors de contrôle et l'insécurité gangrène nos territoires. Jamais dans l'histoire de France, un gouvernement n'aura autant dépensé, autant prélevé, autant accumulé de dettes. Et pendant que les Français subissent votre chaos, vous voilà récompensés par cette nomination.
Nommer une macroniste de la première heure à la tête de la Cour des comptes, c'est confier le contrôle de l'argent des Français à ceux qui ont vidé les caisses. Une honte, une audace, une provocation, une dérive illibérale. Alors ma question sera simple, Madame la Ministre. Accepterez-vous cette nomination ou vous reste-t-il un minimum de respect envers certains principes et envers les Français? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Ce n'est que moi. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yohann Gillet. Allez, on écoute Madame la Ministre, allez-y. D'abord, la nomination de la première présidente, en l'occurrence Amélie de Montchalin, de la Cour des comptes, ça relève de nos institutions, de la prérogative du président de la République. Que ça vous plaise ou non, vous n'avez pas gagné les dernières élections présidentielles, Monsieur Gillet. Voilà. Deuxièmement, vous n'avez pas de majorité absolue, vous n'avez pas de majorité tout court dans cette Assemblée. Vous n'avez pas de majorité tout court dans cette Assemblée, et donc je vous invite à respecter, là encore une fois, le pouvoir de nomination du président de la République. Et je vais vous dire, pour ma part, je suis extrêmement fière que le président de la République ait choisi une femme compétente, première femme à devenir présidente de la Cour des comptes. Une personnalité politique, et qu'on assume comme étant politique, de grande qualité, qui a largement démontré, encore une fois, ses compétences, sa capacité de dialogue avec l'ensemble des partis et des groupes politiques présents dans cette Assemblée, son respect du Parlement, et je vous le redis, vous savez comment fonctionne la Cour des comptes. La Cour des comptes fonctionne avec une collégialité, et c'est cette collégialité qui permet de garantir l'indépendance et l'impartialité du fonctionnement de la Cour. Voilà. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, soyons sérieux. Je le répète, s'il vous reste un minimum de principes essentiels, si vous avez du respect pour ces principes essentiels, notamment la démocratie, et si vous avez du respect pour les Français, alors refusez cette nomination. Merci Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la Ministre des Armées. Madame la Ministre, je ne reviendrai pas sur le contexte international agité par les soubresauts de la diplomatie américaine à la mode Donald, mais je me focaliserai toutefois sur ses velléités d'expansion sur le Groenland et son agressivité à l'égard du Canada. Tout d'abord, pour vous rappeler l'importance d'intégrer l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la stratégie arctique de la France à l'horizon 2030. Et sur ce sujet, 2 points d'alerte. Le premier concerne le renouvellement du patrouilleur Fulmar, seul navire de la Marine nationale affecté à Saint-Pierre-et-Miquelon, vieux chalutier des années 90, dont le remplacement était prévu en 2027, puis repoussé en 2030. Est-il aujourd'hui, compte tenu du contexte et de l'utilité de ce navire, dans les clous d'un renouvellement? Mais pour assumer et assurer la souveraineté de la France dans cette région, encore faut-il avoir une infrastructure portuaire digne de ce nom. Or, aujourd'hui, le port de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un port d'État, est en déliquescence avancée. Depuis 3 ans, j'alerte les gouvernements successifs à agir rapidement, notamment sur le quai du commerce, dont aujourd'hui une partie est fermée et l'autre nous sert, et ça ne tient qu'à un seul cheveu, et je sais de quoi je parle, comme seul point d'approvisionnement de l'archipel. Les rapports sont accablants, alarmants et appellent à une intervention rapide, si on ne veut pas qu'il s'effondre. C'est le résultat de 40 ans de sous-investissement. Je compte donc sur votre soutien pour avancer ce dossier qui est pour nous une question de souveraineté alimentaire et pour la France une question de souveraineté dans la région. Et c'est urgent, car une décision politique en 2022 ne pourrait voir les travaux d'urgence commencer en 2028. Et un territoire comme le mien, avec son histoire, avec son positionnement géostratégique, qui voit des linéaires de quais fermés, c'est terrible. Surtout quand on entend les grands discours parisiens sur la grandeur, la présence de la France dans le monde grâce à ses outre-mer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Alice Ruffaut, ministre en charge des anciens combattants et des armées. Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, bon, vous avez parfaitement raison, sur le fait que nos outre-mer
se situent dans des zones très stratégiques pour nous, sont de ce fait aussi confrontés à des menaces spécifiques dont il faut tenir compte. C'est bien sûr le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, au port de l'Arctique, dont on a vu évidemment toute l'actualité géopolitique dans la période récente. Or, et vous avez raison aussi, nos outre-mer dans le domaine de la défense avaient fait l'objet au cours des dernières années d'un très large sous-investissement, qu'il s'agisse des équipements, du durcissement des équipements, mais aussi des infrastructures et de tout ce qui était nécessaire pour renforcer notre présence et pour accompagner évidemment notre souveraineté et la sécurité de nos territoires d'outre-mer. C'est ce qui est venu corriger la loi de programmation militaire sur la période 24-30 avec 13 milliards d'euros consacrés précisément à nos outre-mer avec une action dédiée, et qui évidemment s'applique pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez posé 2 questions précises, donc je vous réponds précisément. Sur le Fulmar, effectivement, le retrait du service actif a été repoussé à 2030. Ça devait être prévu en 27 et nous n'y étions pas, donc ça a été pris en compte. Je me permets d'ajouter sur ce sujet, et vous le savez, monsieur le député, que la sécurité est aussi assurée par d'autres moyens. La frégate multimission Bretagne était en escale, si je ne m'abuse, le week-end dernier à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et pour ce qui concerne le port, une partie infra est prévue évidemment dans la LPM dédiée à l'outre-mer, parce que vous avez raison, c'est très important pour nos armées. Et je sais que les travaux sont en cours et vont s'accélérer à la fois pour nous, le renouvellement du Fulmar d'ici à 2030, et sur le port, dans le cadre du contrat de convergence et du schéma d'investissement qui va évidemment de pair avec la discussion sur le statut du port, dans le cadre des travaux avec le ministère des Outre-mer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Madame Géraldine Bannier pour le groupe démocrate. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, du 21 au 25 janvier dernier avaient lieu les Nuits de la lecture. Le 10 mars prochain aura lieu le quart d'heure de lecture nationale. En 2022, pour rappel, la lecture avait été déclarée grande cause nationale. Et pour cause, nous ne saurions nous passer bien longtemps des bienfaits de la lecture, développement cérébral, langagier, capacité d'imagination, de réflexion, pensée critique, etc. Or, le contexte budgétaire a conduit l'ensemble des secteurs à consentir des efforts. Le livre et la culture y ont pris plus que leur part. C'est pourquoi plus de 200 personnalités du monde littéraire ont exprimé dans une lettre ouverte leurs inquiétudes face à la baisse conséquente des crédits consacrés au livre et au Centre national du livre. Toutes les branches de cette filière, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, s'inquiètent des conséquences de ces baisses. Les aides publiques ont permis jusqu'à maintenant de protéger tant bien que de mal un secteur du livre que l'époque fragilise. Précarité des auteurs, baisse de la lecture des jeunes, massification de l'usage de l'IA qui interroge sur la capacité à distinguer la production humaine, librairie indépendante menacée. Les risques sont là. Le soutien à la filière permet de conserver l'exception culturelle française dont nous sommes si fiers. Pour rappel, la France se singularise par le prix unique du livre, la densité de son réseau de bibliothèques et de librairies, par le nombre de festivals littéraires, la puissance créative de ses auteurs. Il est primordial que notre soutien à cette filière se perpétue, car la lecture est le premier vecteur de lutte contre les inégalités sociales, contre la paresse cognitive qui guette nos démocraties. Je sais, Madame la Ministre, votre engagement sur la question. Vous aviez vous-même déclaré en décembre dernier qu'il faut mettre du livre partout. Aussi, que pouvez-vous faire afin de soutenir ce secteur d'exception qui mérite toute notre attention? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bannier, l'année dernière, nous l'avons fait ensemble, ce quart d'heure de lecture. Nous sommes allés dans des tiers-lieux, justement pour encourager la lecture. Vous avez raison, la lecture est un enjeu majeur pour réduire les inégalités, pour accéder à la culture, aussi pour s'émanciper. C'est pour ça qu'avec mon collègue Édouard Geffray, nous avons lancé de manière assez inédite les États généraux de la lecture, dont les recommandations se déploient en ce moment sur tout le territoire, notamment en amplifiant les quarts d'heure de lecture que vous avez d'ailleurs sur lesquels vous êtes très engagés. Nous mettons du livre partout, notamment dans le périscolaire. C'est 6 millions d'enfants qui sont 2 millions d'enfants qui sont concernés sur cette tranche du périscolaire dans lesquels nous avons mis du livre et de la lecture avec de la formation d'animateurs dédiés à cet enjeu. De la même manière, avec Michel Fournier pour la ruralité, dans le cadre du plan Culture et Ruralité, nous avons lancé sur tout le territoire rural des opérations 50 livres pour toutes les bibliothèques qui sont en ruralité
ruralité pour inciter à la lecture la tranche d'âge 6-11 ans. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de prévention justement contre les écrans. Et avec ma collègue Stéphanie Rist, nous avons mis au même titre qu'une politique de prévention sur la santé publique dans les carnets de santé pour inciter à la lecture de la même manière. Vous avez raison, nous mettons du livre partout, dans tous les lieux et de manière assez égalitaire sur tout le territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous n'avez plus de temps, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, depuis plus de 250 ans, les révolutions industrielles et chimiques ont amené des progrès avec leur lot de conséquences sur la santé et l'environnement. Nous vivons une augmentation des maladies neurodégénératives et les cancers touchent de plus en plus les jeunes et les femmes. La santé environnementale est un enjeu interministériel. Les soins et la prise en charge des malades génèrent des coûts de plus en plus importants. Faut-il attendre seulement les avancées de la médecine? À quand une prévention digne de ce nom? L'impact négatif de l'usage des pesticides et de perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et la biodiversité est avéré. Nous connaissons toutes et tous des malades et des proches morts du cancer sans avoir mené une vie d'excès. Et oui, le cancer est politique. Ce sont bien les gouvernements et encore les parlementaires qui doivent avoir le dernier mot pour défendre la santé publique et non la fragiliser. Les travaux des scientifiques reposent sur des protocoles rigoureux, transparents, indépendants. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan est en principe engagé à respecter l'expertise et l'évaluation scientifique. Mais l'information portée par un article du Monde et dernièrement une tribune dans Sud-Ouest France font état de pression pour atténuer, voire écarter des faits scientifiques sur les pesticides. La méthode est importante pour vous comme pour nous. Alors, qu'en est-il de l'indépendance du Haut Commissariat vis-à-vis du gouvernement, du ministère de l'Agriculture face au lobby de l'agrochimie ? Et rendez-vous compte, l'eau est contaminée aux pesticides, aux PFAS, au cadmium. Quand respecterez-vous les faits scientifiques et appliquerez-vous les recommandations des experts les plus éminents pour protéger la population? Et que dites-vous aux centaines de milliers de Français malades de leur environnement pollué? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge du handicap. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous pointez un sujet, un enjeu majeur qui est celui de la santé environnementale et évidemment de ses impacts. Et donc je veux vous réaffirmer ici que cet enjeu majeur est complètement porté par le gouvernement, porté par la ministre Rist, la ministre en charge de la santé. Vous dire plusieurs éléments qui sont factuels et qui sont pragmatiques puisque c'est comme ça que nous construisons notre politique de prévention. Elle s'appuie sur, d'abord, concernant les pesticides, le renforcement d'un dispositif national de surveillance avec un contrôle des métabolites pertinents dans l'eau destinée à la consommation humaine qui a été élargi. Les agences régionales de santé assurent un suivi strict des non-conformités et nous appuyons les stratégies de réduction des usages en lien avec l'expertise scientifique qui est indépendante pour répondre clairement à votre question, à votre interpellation. Vous dire aussi que la protection sanitaire guide chacune des décisions que prend le gouvernement. Évidemment, la protection des captages d'eau potable qui est une priorité là aussi absolue. Face aux pollutions diffuses, nous privilégions l'action préventive à l'échelle des aires d'alimentation de captage. L'objectif pour nous est clair, mobiliser pleinement l'arsenal réglementaire, sécuriser les captages les plus sensibles et éviter des traitements coûteux supportés par les usagers. Aussi, au niveau européen, pour revenir à la tribune que vous avez évoquée tout à l'heure, les discussions sur le paquet Omnibus sécurité des aliments font là aussi l'objet d'une attention particulière et d'une vigilance constante de la France. La France va défendre un niveau élevé de protection sanitaire et sans affaiblissement des garanties existantes. Voilà, Madame la députée, notre ligne est constante. La prévention à la source, l'exigence scientifique et l'indépendance scientifique et la protection durable de la ressource en eau. Je vous remercie. Merci.
Merci Madame la Ministre. Madame la députée ? Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour vos réponses. Toutefois, j'entends surveillance des pesticides. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, puisque vous-même, vous avez parlé de protection de la population. J'ai entendu l'enjeu sur la protection des aires d'alimentation de captage d'eau. Je vous donne donc tous rendez-vous jeudi pour notre niche parlementaire avec une PPL étant beaucoup plus ambitieuse que celle que vous... Merci beaucoup Madame la députée. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Taché pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé de l'Industrie. La société Fibre Excellence, pilier de la filière papetière nationale, s'éteint lentement mais malheureusement sûrement. Cet outil stratégique, modernisé à hauteur de plus de 100 millions d'euros, affichait hier encore des résultats solides. Pourtant, faute d'un soutien déterminé, il est aujourd'hui au bord de l'abîme. Face à cette agonie, les salariés et la direction se battent, avec une énergie que l'indifférence publique rend d'autant plus honorable. Après les mobilisations du site de Saint-Gaudens, c'est à Tarascon, dans ma circonscription, qu'ils se mobilisent aujourd'hui pour exiger un sursaut. Le constat, lui, est implacable. Le bois de trituration a bondi de 50% depuis 2021. Les fonds financiers se vident et la direction redoute désormais la cessation de paiement. Le 15 février concernant le site de Tarascon, le 15 mars prochain concernant Saint-Gaudens, si rien n'est fait de votre part. Le scandale est patent. EDF rachète à perte l'électricité verte produite par les turbines à biomasse, entre 105 et 120 euros le mégawattheure, quand la centrale de Gardanne le revend à 250 euros. Cette distorsion constante asphyxie l'entreprise. Plus Fibre Excellence se produit pour contribuer à vos objectifs, plus elle perd d'argent. C'est toute la filière bois française qui chancelle. 10 000 emplois directs et indirects dépendent de cet outil industriel valorisant chaque année 2,5 millions de tonnes de bois issus de nos forêts. La fermeture de ces sites provoquerait une onde de choc économique et social d'une ampleur inédite. Ma question est simple au-delà des mantras concernant la désindustrialisation. Monsieur le ministre, laisserez-vous encore EDF imposer des tarifs qui étranglent notre filière papetière? Avez-vous révisé les contrats de rachat d'électricité pour les aligner sur la réalité économique présentée, des mesures précises, datées et fichées? Enfin, le Parlement votera-t-il la programmation pluriannuelle de l'électricité? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Anne Le Hénaff, ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député pour votre question. Donc ce dossier est suivi par Roland Lescure et Sébastien Martin avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup d'argent public qui ont été investis pour accompagner et structurer cette entreprise. Le gouvernement continue à suivre la situation de l'entreprise. Nous avons d'ailleurs une approche cohérente par rapport à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va dans ce sens. Et je vous invite à vous rapprocher de Sébastien Martin pour avoir des informations complémentaires. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est suivi par mon collègue de manière continue et cohérente. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Fugit pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce dimanche, dans une interview, vous avez évoqué la question cruciale de l'énergie, désormais au cœur du débat public. La question énergétique devenue aujourd'hui un prétexte pour tous ceux qui, par populisme et opportunisme politique, caricaturent le débat, opposant sans cesse nucléaire et renouvelable. Elle est pourtant centrale alors que la géopolitique mondiale nous rappelle que produire une énergie souveraine est devenu une question majeure. Nous sommes aujourd'hui à l'heure des choix. Ces choix doivent s'inscrire dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3, que vous vous apprêtez à publier, ce dont nous nous félicitons. Cette PPE, fortement attendue par nos filières énergétiques industrielles, conditionnera notre souveraineté énergétique et notre capacité à respecter nos engagements climatiques. Or, chacun le sait, la France reste trop fortement dépendante des énergies fossiles importées, ce qui constitue un risque économique, un risque géopolitique et un non-sens climatique. La PPE doit tracer une trajectoire crédible et accélérée de sortie des fossiles.
sans dogmatisme ni renoncement, avec une ambition, préserver à moyen et long terme le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité de notre économie. Par ailleurs, le débat énergétique ne peut se résumer à ne parler que de production, sans évoquer la consommation. Nous le savons, l'électrification dans les transports, le bâtiment, l'industrie est un levier essentiel pour décarboner massivement nos usages. Nous sommes également convaincus que la transition énergétique repose sur le développement des énergies renouvelables thermiques, comme les gaz renouvelables ou la chaleur renouvelable, indispensables pour décarboner des usages non électrifiables et apporter de la flexibilité au système énergétique. Monsieur le Premier ministre, quelle ambition entendez-vous donner à la PPE pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles? Où en sommes-nous du plan d'électrification des usages et comment comptez-vous y associer le Parlement? Enfin, comment envisagez-vous d'accompagner nos concitoyens, nos entreprises et nos territoires pour rendre ces efforts acceptables par tous? Monsieur le député, la parole est à Madame Maude Bréjon, ministre en charge du porte-parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Luc Fugit, je vous remercie pour votre question. Et nous partageons la même vision et la même urgence, celle de sortir le plus rapidement possible des énergies fossiles, du gaz, du pétrole, du fioul, qui, vous l'avez dit, constitue une large part aujourd'hui de notre consommation et l'équivalent de 60 milliards d'euros d'imports par an pour la France. C'est une urgence et donc nous ne pouvons pas attendre. C'est pour ça que le Premier ministre a fait ce choix de passer par décret et qu'il présentera dans le détail cette programmation pluriannuelle de l'énergie jeudi prochain. Vous l'avez dit aussi, vous avez porté dans cet hémicycle, et ce depuis des années, cette impérieuse nécessité d'avancer sur deux jambes avec les renouvelables d'une part et le nucléaire d'autre part, ceux qui encore ici au sein de cette Assemblée s'évertuent à opposer les énergies décarbonées entre elles font vivre un débat politicien d'un autre âge et mentent, je crois, aux Français qui nous écoutent. Nous avons besoin de nucléaire et nous avons besoin de renouvelables, n'en déplaise au Rassemblement national et à la France insoumise, qui s'évertue dans un discours depuis des années qui va à l'encontre de toutes les réalités scientifiques et de ce qui a exprimé très clairement le GIEC et encore récemment les derniers rapports de RTE. Ce sera donc présenté, je vous l'ai dit, jeudi et accompagné d'un plan d'électrification puisque vous avez raison, si nous n'avançons pas suffisamment sur cette électrification, la question de la production se posera de façon secondaire et les parlementaires seront associés à l'élaboration de ce plan dans les semaines à venir. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Aurélien Taché pour le groupe La France Insoumise. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, je vais vous interroger sur la situation à Gaza. 71 000 morts et au moins 11 000 disparus. Parmi eux, des centaines de soignants, de journalistes, d'enseignants et des milliers d'enfants dont le seul crime est d'être nés sur la terre de Palestine, leur terre, où le monde occidental délivre les permis de tuer. Ces chiffres, Madame la Ministre, très certainement sous-estimés, viennent enfin d'être reconnus par les autorités israéliennes après qu'elles aient nié leurs crimes pendant des mois. Les actes de torture qu'ont subis les prisonniers palestiniens sont eux aussi désormais clairement documentés et attestés, alors que ma collègue Rima Hassan et bien d'autres ont été calomniés par des journalistes français pour les avoir rapportés. Pourtant, Madame la Ministre, le génocide se poursuit. Il se poursuit à Gaza, où des innocents continuent quotidiennement d'être massacrés et où l'aide humanitaire est toujours entravée. 37 ONG seront même expulsées à la fin du mois, ne laissant aucune chance aux Palestiniens qui y sont emprisonnés, car toute sortie est condamnée. Israël ne cesse de faire bouger la ligne de cessez-le-feu et moins de 200 Palestiniens ont pu gagner l'Égypte depuis que le passage a été réouvert le 2 février. Et le génocide du peuple palestinien se poursuit aussi en Cisjordanie. Ce dimanche, Netanyahou a levé toutes les restrictions sur les achats de terres ou les permis de construire pour les colons israéliens, au mépris des règles internationales en vigueur depuis 1967. Il s'agit très clairement de relancer et d'achever la colonisation et d'enterrer toute possibilité effective d'un État palestinien, comme l'a d'ailleurs reconnu un de ses ministres. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Que compte faire la France pour arrêter cela ? Comment compte-t-elle intervenir pour empêcher l'extermination des Gazaouis et l'expulsion des Palestiniens de Jénine, Hébron ou Ramallah ? Au contraire du Conseil de la paix de M. Trump, le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la charte doit rester notre boussole et celle des peuples du monde entier, ne reconnaît pas ces annexions. Et la France non plus, puisque depuis septembre dernier, elle reconnaît enfin un État palestinien. Alors va-t-on agir pour stopper la plus grande tragédie du XXIe siècle, ou allons-nous laisser les génocidaires terminer leur œuvre et imposer leur loi ? Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Éléonore Carrois, ministre en charge de la francophonie.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Aurélien Taché, vous rappelez certains faits, faites certaines déclarations, mais rappelez l'essentiel, la France est investie et est attachée à ce que l'accord de cessez-le-feu soit préservé, à ce que la paix puisse être enfin trouvée à Gaza et en Palestine. Vous l'avez dit, la France a reconnu l'État de Palestine en septembre dernier. La France agit notamment par la transmission de fret humanitaire qui a été acheminé et qui est arrivé en Égypte le 4 février dernier, qui permettra de répondre aux besoins humanitaires immédiats de 42 000 enfants. La France est engagée aussi pour construire les institutions de cet État de Palestine, justement, avec les réunions de nos experts qui ont eu lieu pas plus tard qu'il y a 3 jours, justement, pour avancer dans la construction de ces institutions si nécessaires. Et puis la France condamne, lorsque c'est nécessaire, les atteintes au droit international. Et puis la France agit. Et le ministre des Affaires étrangères s'est rendu récemment en Syrie, au Liban. Et nous agissons avec nos partenaires pour pouvoir permettre de rétablir des conditions pour la paix et la sécurité dans la région. Alors dire que la France ne fait rien, monsieur le député, c'est non seulement injuste, mais c'est faux. La France est pleinement mobilisée aux côtés des populations civiles et aux côtés des peuples qui aujourd'hui souffrent. Et la France continuera d'agir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Rien d'autre à répondre que Palestine vit, Palestine vivra. Je vous remercie. La parole est à présent Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Nous venons d'apprendre le choix du président de la République de nommer comme première présidente de la Cour des comptes Madame Amélie de Montchalin. Certes, c'est une première avec la nomination d'une femme. Il y a donc un symbole et surtout des inquiétudes. L'intéressé était jusqu'ici ministre des Comptes publics et une figure centrale de la majorité présidentielle, ce qui ne manque pas de soulever donc des questions. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, qui étaient des figures ayant eu un parcours avec des sas extérieurs ou étaient des figures d'opposition, la ministre passe sans transition du pilotage du budget comme ministre des Comptes publics au contrôle de ce même budget. La Cour doit juger la régularité des comptes de l'État qu'elle a elle-même contribué à gérer en tant que ministre. Elle présidera le Haut Conseil des finances publiques qui rend un avis sur le réalisme des prévisions macroéconomiques des finances publiques du gouvernement. Ce n'est pas son expertise technique qui est en cause. C'est ce circuit très court pose problème. Pose problème parce que le code de déontologie des juridictions financières est mis à mal. Il rappelle que la situation des magistrats ne peut porter atteinte ou paraître porter atteinte à l'impartialité, à la neutralité de la juridiction. Il note aussi que les magistrats ne peuvent intervenir ou participer à un délibéré sur un organisme, un service dans lequel elles ont eu un intérêt dans les 3 ans précédents. La déontologie donc ne renvoie pas qu'aux droits, mais aussi aux obligations éthiques. Alors, n'aurait-il pas été possible de nommer une autre personnalité qualifiée, experte, nomination de la politique gouvernementale de plus haut niveau? Dans cette période, le gouvernement doit répondre à ces inquiétudes. Un président qui avait appelé il y a quelques années la République exemplaire. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karamanli. D'abord, est-ce qu'il est normal qu'un politique soit nommé à la tête de la Cour des comptes, qu'un ou qu'une politique soit nommée à la tête de la Cour des comptes? La réponse est oui. Et c'était le cas, et ça a été le cas avec Monsieur Moscovici, avec Monsieur Seguin, avec Monsieur Migaud et bien d'autres encore. Je vous ai répondu, j'ai eu l'occasion de répondre sur la question de la collégialité. Le fonctionnement inhérent de la Cour des comptes nous préserve de toute impartialité et de cette impartialité que vous craignez. Je l'ai dit, il y a des décisions qui sont des décisions collégiales et Amélie de Montchalin sera entourée de plusieurs présidents, de 8 autres présidents et il y a une organisation derrière qui permet la confrontation des points de vue et qui permet la prise de décision, encore une fois, de façon collégiale. Donc nous avons confiance dans le mécanisme de la Cour et nous avons confiance dans la rigueur intellectuelle et morale d'Amélie de Montchalin. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Jérôme Nury pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'énergie est à proprement parler le carburant de notre économie. Elle conditionne notre prospérité, notre compétitivité, notre souveraineté. La France ne peut plus se permettre ni l'approximation,
ni l'idéologie. Elle doit faire des choix fondés sur la science et sur l'intérêt national. Notre responsabilité est claire, encore plus dans ce contexte géopolitique instable et dangereux. Assurer une électricité décarbonée à un prix abordable aux Français comme aux entreprises. S'agissant de la programmation énergétique, la construction annoncée de 6 réacteurs nucléaires va dans le bon sens, après l'absurde fermeture de 14 réacteurs envisagés en 2018. Mais vous misez encore sur une électrification massive des usages d'ici 4 ans, ce qui relève du fantasme technocratique, alors même que la consommation électrique stagne depuis 20 ans et même en baisse depuis 2019 et que notre pays produit déjà trop d'électricité. Résultat, une surproduction et le stop and go qui dégrade nos centrales qui vieillissent prématurément et qui augmente le coût du nucléaire. Vous misez malheureusement toujours sur le développement de l'éolien, au risque de fragiliser la stabilité du réseau, de faire exploser la facture des Français. Résultat, les subventions à l'éolien continuent de s'alourdir, plus 358% dans le projet de loi de finances, pour atteindre près de 2 milliards d'euros. Le contre-exemple allemand est révélateur. En tournant le dos au nucléaire au profit du tout renouvelable, l'Allemagne a dû revenir au charbon, augmenter ses émissions de CO2 et accroître sa dépendance au gaz russe. Par conséquent, elle a subi une hausse massive des prix de l'électricité. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement est-il prêt à résister au lobby de l'éolien, à relancer réellement la filière nucléaire et à adopter enfin une approche pragmatique pour l'énergie dans la prochaine PPE? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Madame la Présidente, pardon, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Nury, je partage l'essentiel de ce que vous venez de dire. Une précision tout de même, quand on parle de l'objectif à 2030, c'est 60% d'énergie décarbonée et c'est pas 60% d'énergie d'origine électrique. Voilà, on a vraiment une PPE qui intègre à la fois un besoin d'électrification mais aussi un besoin de développement de la biomasse qui doit avoir une place importante dans notre stratégie à horizon 2030 et ensuite 2035. Et c'est ce qui sera présenté jeudi dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Quant à votre question sur les lobbies, nous sommes fermes vis-à-vis de tous les lobbies, d'où qu'ils viennent. Et ils ne viennent pas essentiellement du secteur des énergies renouvelables. Vous savez qu'il y en a bien d'autres. Notre discours il est clair et il est constant, et ce depuis des années. Nous avons pu travailler ensemble depuis un certain temps maintenant. Nous avons besoin du nucléaire et nous avons besoin du renouvelable. Ce n'est pas une position politicienne, c'est une position qui s'appuie sur l'ensemble des travaux scientifiques qui ont été menés. C'est une position qui s'appuie sur les travaux du GIEC, c'est une position qui s'appuie sur les travaux de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des experts, qui fait suite à une consultation qui a duré maintenant plusieurs années avec les parlementaires, avec les filières, encore une fois avec les experts du domaine. Et donc, vous l'avez dit, il faut avancer avec pragmatisme, sans idéologie, pour sortir des énergies fossiles le plus vite possible, parce que c'est ce qui nous rend dépendants des grandes puissances, vous l'avez dit, comme la Russie, l'Algérie ou les États-Unis. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur David Riemann pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je m'adresse aujourd'hui à l'Assemblée, le cœur gros et très en colère. La République aujourd'hui choisit ses enfants. Je vous parlerai de Thaïs et d'Anaïs qui sont présents aujourd'hui, dont je salue leur courage face à la situation dramatique qu'ils ont eu à affronter. Thaïs, un jeune homme de 15 ans, a été humilié, tabassé collectivement parce qu'il n'est pas blanc. Suite à cela, refus de la part des autorités de prendre la plainte de la famille, harcèlement des affaires sociales au niveau de la famille, volonté de retirer les enfants sur la maman. Maman que je salue aussi son courage exemplaire face à toute cette situation-là. Anaïs, jeune femme, dans une école privée, subit le même harcèlement parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau. On lui retire sa table et sa chaise. On lui interdit de s'asseoir tant que les autres qui ne le ressemblent pas ne sont pas assis. Finalité, Anaïs est exclue de son école et elle a pour réponse de la part du rectorat de Moselle, elle n'a qu'à aller voir au CIO si elle peut trouver pour son avenir. Monsieur le Premier ministre, tous ces actes de négrophobie, de racisme ne peuvent pas perdurer sur le territoire français. Défaillance du ministère de la Justice, défaillance du ministère de l'Intérieur, défaillance du ministère de l'Éducation nationale. Nous demandons que des enquêtes soient ouvertes afin qu'il y ait des sanctions exemplaires qui soient appliquées dans les plus brefs délais et que ces jeunes-là ne soient pas brisés par la non-réponse du gouvernement à l'heure actuelle par ce qui se passe.
La négrophobie ne peut pas continuer de la sorte aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit d'actes antisémites, vous réagissez très vite, et je le salue. Lorsqu'il s'agit d'actes de racisme et de négrophobie, ça reste des faits divers au niveau de la nation. Cela n'est plus possible aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. Donc j'aimerais savoir ce que vous comptez faire concrètement pour répondre à ces jeunes qui sont brisés par la réalité qu'ils vivent au quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Riemann. La parole est à Monsieur Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David Riemann. Je crois, j'espère en tout cas, qu'il y a une unanimité absolue pour partager votre propos. Le racisme, comme l'antisémitisme, n'ont pas leur place en République. Point. On ne qualifie pas une personne à raison de sa couleur de peau, à raison de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses, de son orientation sexuelle ou de son état de santé. C'est pas possible. Donc, premièrement, on partage complètement la colère que vous exprimez et qu'ont légitimement ressenti les élèves que vous avez mentionnés tout à l'heure. Deuxième élément, pour lutter contre ça, parce que c'est un combat permanent, il faut à la fois prévenir le racisme, signaler les faits, soutenir les victimes et sanctionner les auteurs. C'est une chaîne. Prévenir, soutenir et signaler, je me permets de dire qu'il y a... Pardon, parce que c'est un plan, mais vous savez que j'ai un goût modéré pour les plans, mais en l'occurrence, c'est un plan de 2023-2026 qui vise à ce que dans tous les établissements scolaires, on ait une action, notamment avec la semaine de contre le racisme et l'antisémitisme, mais au-delà, vis-à-vis des personnels et vis-à-vis des élèves. Sanctionner, il faut être absolument catégorique. Et il faut être ferme. Un élève qui est coupable de racisme vis-à-vis d'un autre élève, c'est l'exclusion. Un personnel qui se rendrait coupable de racisme vis-à-vis d'autres personnels ou d'élèves, c'est la radiation. C'est très clair. Et s'agissant des situations que vous mentionnez, je suis preneur des établissements précis pour, en fonction de ce que vous me direz, déclencher évidemment, comme je le fais à chaque fois, les enquêtes administratives et pour en tirer, comme je le fais à chaque fois, les conséquences à la lumière des conclusions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, le rendez-vous est pris et j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres enfants qui nous ressemblent, qui me ressemblent, qui subissent ces choses-là et qui sont laissés pour compte par la République. Il est temps d'agir, qu'on arrête de parler. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Julie Delpech pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis plusieurs jours, le 3919 est saturé, non par la détresse des victimes, mais par la haine. Des vagues d'appels malveillants, coordonnés par des sphères masculinistes, cherchent à bloquer ce numéro vital pour les victimes de violences. Ce sabotage n'est pas anecdotique. Il est l'expression concrète du sexisme dit hostile, tel que documenté par le rapport du HCE sur l'état des lieux du sexisme en France. Une idéologie structurée qui touche près de 17% de la population, majoritairement des jeunes hommes, et qui perçoit désormais l'égalité non plus comme un progrès, mais comme une menace pour notre société. Incel, Mecto, Men Rights Activistes, les appellations diffèrent, mais le projet est le même, le rejet des femmes et de leurs droits. Sur les réseaux sociaux, des communautés numériques et des influenceurs haineux organisent cette misogynie favorisée par les logiques algorithmiques. Ces raids numériques sont aussi nourris par une banalisation politique dangereuse, parfois relayée par l'extrême droite, seule force à réclamer la mixité du 3919, offrant ainsi une caution morale à ces agissements. Mais le plus grave est ailleurs, car pendant que ces attaques se multiplient, des associations se présentant comme défense des pères ou familialistes, qui remettent en cause la parole des femmes et la réalité des violences conjugales et qui dénoncent la prétendue partialité des structures d'aide aux femmes, continuent de percevoir de l'argent public. L'État doit combattre le masculinisme, pas le subventionner. Ici, je tiens à saluer les associations et les professionnels qui accompagnent chaque jour les victimes. Elles sont un pilier de la protection des femmes et méritent un soutien sans équivoque. Ma question est donc double. Premièrement, qu'entend faire le gouvernement pour suspendre toute subvention publique aux structures associatives qui promeuvent, sous couvert de défense de la famille, des discours entravant l'égalité et la sécurité des femmes? Et au-delà de la mise en œuvre d'une stratégie nationale, le gouvernement est-il prêt à intégrer le sexisme hostile dans nos doctrines de sécurité nationale et à imposer à l'Arcom et à Pharos la création d'une catégorie spécifique pour signaler ces contenus masculinistes? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi d'abord d'excuser la présence de Madame Aurore Bergé, qui est aussi concernée très directement par la thématique de votre question et qui est retenue au Sénat. Effectivement, vous avez raison, les attaques que subit aujourd'hui le numéro national 3919, Victimes Femmes Info, ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de montée en puissance de la menace masculiniste, organisée, décomplexée, qui s'attaque frontalement aux politiques d'égalité, aux associations féministes et aux dispositifs de protection des femmes. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité précisait que 39% des hommes pensent aujourd'hui que le féminisme menace leur place. Les attaques contre le 3919 relève d'une stratégie d'intimidation et de déstabilisation que le gouvernement condamne fermement. Que les choses soient claires. Et évidemment, nous soutenons le 3919, qui est un pilier essentiel de la politique publique qui est menée en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, pilotée par Aurore Bergé. Il a été conçu dès l'origine pour répondre à un besoin spécifique, celui des femmes victimes de violences. Et les chiffres sont d'ailleurs sans ambiguïté. 86% des victimes de violences conjugales sont des femmes et 86% des auteurs sont des hommes. Et depuis 2017, évidemment, nous avons renforcé notre dispositif. Voilà, donc grande majorité de femmes victimes, grande majorité d'hommes auteurs. Et évidemment, ce dispositif, il perdurera et nous apporterons tout notre soutien à la Fédération nationale Solidarité Femmes qui fonctionne maintenant H24. Alors votre question sur la partie qui concerne plus le ministre de l'Intérieur. Effectivement, la mouvance Ncel se développe dans notre pays, avec, on l'a vu dans d'autres pays, des actions qui ont pu être menées, qui ont été des actions violentes, qui ont pu conduire y compris à des actions terroristes. Et je peux vous dire que cette mouvance, elle est suivie aussi par les services de renseignement français. Et d'ailleurs, en juin dernier, vous savez qu'il y a eu une interpellation d'un jeune auteur qui consultait de manière compulsive des sites masculinistes et qui voulait passer à l'action. Et évidemment que les dispositifs applicables en matière de terrorisme seront appliqués, à la fois s'agissant des subventions et s'agissant des référencements de ces sites qui peuvent inciter à la haine et à la violence. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Arnaud Bonnet pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Ministre, l'enquête administrative sur le suicide de Caroline Grandjean est venue confirmer le manque de soutien de sa hiérarchie qu'elle dénonçait. Comme beaucoup d'enseignants en souffrance, elle a été abandonnée par l'Éducation nationale. En tant qu'ancien enseignant, c'est avec colère que je m'adresse à vous aujourd'hui, car ce drame aurait pu être évité, comme tant d'autres avant lui. C'est avec colère que je m'adresse à vous aujourd'hui, car l'Éducation nationale est devenue un lieu de souffrance pour nombre de ses personnels. Ainsi, en 2022, ce sont plus de 2800 démissions d'enseignants contre seulement 360 en 2008. Les arrêts de travail ont augmenté de 43% en 5 ans. Et les exemples de management toxique au sein de l'Éducation nationale se multiplient. Non seulement le métier n'attire plus, mais il dégoûte un nombre croissant de personnes qui l'exercent par la perte de sens et l'absence de soutien. C'est avec colère que je m'adresse à vous aujourd'hui, car à chaque drame médiatisé, les ministres de l'Éducation nationale viennent exprimer leur sympathie, mais ne font rien pour réellement changer les choses. Ainsi, les chiffres de suicides d'enseignants, bien que connus des services, ne sont pas publiés. On refuse de reconnaître des accidents du travail. Le nombre de médecins du travail pour 1,2 million d'agents est de moins de 80. Si personne n'est là pour constater un problème, alors il n'existe pas. Telle est la logique de management de votre ministère. On écarte ceux qui témoignent, mutation, sanction. On récompense ceux qui les brisent, mutation, promotion. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Allez-vous enfin prendre en compte la souffrance au travail des enseignants et lutter contre l'abandon des personnels et le management toxique qui s'opère bien trop souvent dans l'Éducation nationale? Ou allez-vous vous contenter d'attendre le prochain drame pour témoigner votre sympathie et passer à autre chose? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Édouard Geoffroy, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bonnet. La situation de Caroline Grandjean, c'est effectivement une situation plus que dramatique, puisque vous savez qu'elle a mis fin à ses jours à la suite d'attaques lesbophobes dont elle était victime par des tiers qui n'ont pas encore été identifiés. Il faut repartir du point de départ. Lorsqu'elle a mis fin à ses jours, ma prédécesseur Elisabeth Borne a immédiatement diligenté une enquête de l'inspection générale parce qu'effectivement, sa veuve faisait état d'un soutien insuffisant à la hiérarchie. J'ai reçu les conclusions du rapport du GSR au mois de janvier et j'ai moi-même appelé sa veuve, Mme Pacou Grandjean, à qui j'ai moi-même proposé de venir dans mon bureau pour entendre la restitution directement par les inspecteurs et pour qu'il n'y ait pas de biais ou d'intermédiaire.
Ces inspecteurs, qui étaient donc présents avec moi et Mme Pacou-Grandjean, en humanité, ils ont donc fait part de leurs conclusions qui ont témoigné d'une succession en fait, de micro-décisions que je qualifierais de administrativo-bureaucratiques qui en cumulé constituent effectivement une défaillance institutionnelle. Très clairement, il n'y a pas eu dans leur analyse de volonté de nuire de tel ou tel, il n'y a pas eu dans leur analyse, je veux dire, une faute particulière d'une personne notifiée, il y a eu un traitement juridico-administratif, voire bureaucratique, d'une situation dramatique. Et donc, il faut qu'on en tire les conséquences, d'abord en termes de responsabilité du ministère, et c'est pour ça que je ferai évidemment une proposition de réparation à Mme Pacou-Grandjean, parce qu'il y a une responsabilité ministérielle s'il y a une défaillance, je suis le premier à le dire. Et ensuite, en termes de pratiques administratives. Ça veut dire qu'il faut, et je l'ai dit au passage quasiment le jour de mon arrivée au ministère, profondément humaniser nos procédures de gestion administrative dans un ministère qui compte 1 200 000 agents. Maintenant, et permettez-moi simplement en 10 secondes de vous le dire, ceux qui gèrent les autres, ce sont aussi des hommes et des femmes. Ils ne sont pas inhumains, je suis désolé de le dire aussi. Parfois, il y a effectivement une mécanique qui peut se mettre en place. Parfois, comme partout, j'ai 1 200 000 personnes, il y a des gens qui peuvent avoir des déviances personnelles, il faut les sanctionner. Mais ce n'est pas une institution inhumaine par ailleurs. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci. Des adultes soutenus, ce sont des adultes soutenants et disponibles pour les enfants, ça c'est une chose à entendre déjà. Mais là, nous parlons d'un cas médiatique. Il y a également tous les anonymes qui se sont suicidés. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Alexandre Allégret-Pilot pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Si marcher sur la tête était un sport, la France serait championne du monde. Un ressortissant congolais a obtenu le statut de réfugié en Grèce, pays tenu d'assurer ses droits sociaux et sa protection. Mais comme les Français, grands seigneurs malgré eux, offrent une couverture santé bien meilleure, il pourra soigner sa maladie mentale gratuitement en France. Et on sait comment cela finit trop souvent en fait divers. Enfin, gratuitement, entendez, aux frais du contribuable. De toute façon, nous payons déjà ces frais d'avocat, c'est ça le pays des droits de l'homme, c'est ça l'Union européenne, il faut croire. Le français est désormais moins riche que la moyenne des Européens, mais va financer gracieusement les soins des réfugiés accueillis par ses propres voisins. C'est quand même merveilleux. Entre complexe du sauveur et suicide budgétaire et civilisationnel, rappelons 3 faits. 1/3 des personnes âgées renoncent à se soigner faute de moyens. 9 millions de Français vivent dans un désert médical alors qu'ils payent le plus d'impôts au monde. Ne croulent-ils pas suffisamment sous les impôts? 16% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 24% dans ma circonscription. C'est abyssal. Et quelle est votre solution? Importer le tiers-monde. Cela va stopper notre déclassement, il n'y a aucun doute. La santé, la sécurité, le pouvoir d'achat des Français attendront. Il y a 7 millions de réfugiés en Union européenne, 600 000 en France, 1 million de nouvelles demandes d'asile chaque année. Comptez 3 milliards d'euros pour financer ce petit shopping sanitaire qui s'aggrave. L'Espagne s'apprête à régulariser 500 000 clandestins. Bingo! Vous venez de leur envoyer un petit faire-part en papier glacé avec l'argent du contribuable. La France, c'est buffet à volonté. Ne vous inquiétez pas, c'est Nicolas qui paye. Nous sommes si généreux, nous sommes si supérieurs, nous sommes si bons. Alors ma question est la suivante. Que dites-vous à tous ces Français qui triment et qui se saignent aux 4 veines pour financer des largesses qui ne leur bénéficient jamais? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, en 3 points, une petite leçon pour vous apprendre la vie sur ces sujets dont vous parlez avec beaucoup d'arrogance et dont vous ne connaissez rien, La décision du Conseil d'État dont vous avez parlé. Effectivement, nous avions un citoyen congolais qui était réfugié en Grèce et qui a demandé à bénéficier d'un titre de soins. Il se trouve que la préfecture a commis une petite erreur. Elle a voulu comparer le régime dont il bénéficiait, non pas avec le pays d'origine, mais avec la Grèce. C'est une erreur de forme que le Conseil d'État a sanctionnée. Ça n'est pas une erreur de fond. Et dans ce genre de situation, le titre soins est refusé. Deuxième erreur que vous commettez. Il n'y a pas de shopping sanitaire. Il n'y a pas de shopping sanitaire, monsieur le député. On a une aide médicale d'État qui vise à éviter des crises sanitaires, dont le coût est de 1,3 milliard. 1,3 milliard, 450 000 bénéficiaires pour éviter des crises sanitaires.
Troisième petite leçon, monsieur le député, le titre soins dont vous parlez, il est en baisse continue. Savez-vous que 16% des demandeurs sont réellement à l'étranger et que la plupart sont sur le territoire national, bénéficient de titres et quand ils demandent le renouvellement, font valoir une maladie grave pour obtenir un titre de soins. Voilà, en 3 points, je vous fais une petite leçon en matière de droit au séjour. Une petite leçon et arrêtez de raconter n'importe quoi. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le député. Moi, j'ai besoin que d'un seul point pour vous répondre. L'AME est tellement nécessaire qu'on est le seul pays à l'avoir. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à madame Fathia Kelouachi pour le groupe socialiste. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, à la rentrée 2025, ce sont précisément 48 726 enfants en situation de handicap qui étaient laissés sans solution d'accompagnement, sans AESH pour permettre une digne scolarisation. C'est 35% d'enfants en plus qu'en 2024. La situation empire. Ces chiffres, ce sont ceux de votre administration, révélés par mon collègue Sébastien Saint-Pasteur lors de sa commission d'enquête où il était rapporteur. Cette situation que nous dénonçons sur nos bancs depuis de trop nombreuses années perdure et s'aggrave. La mauvaise inclusion scolaire met en difficulté tout un écosystème. Je pense aux premières victimes, les enfants eux-mêmes en situation de handicap, privés d'une scolarisation qui leur est due. Je pense aux familles, souvent les mères, qui sont obligées d'arrêter leur travail pour s'occuper de leurs enfants. Et je pense enfin aux enseignants qui ne peuvent pas, dans des classes déjà surchargées, s'occuper et enseigner correctement à ces enfants à besoins particuliers. Si la bonne inclusion scolaire ne repose pas seulement sur la présence d'AESH, elles en sont un maillon essentiel. La nécessité de leur présence est bien mal reconnue par leur statut inexistant et par leur salaire particulièrement faible. C'est un chantier qu'il faut attaquer. Monsieur le ministre, ma question, quand ouvrirez-vous la porte à leur fonctionnalisation, à la fin de leur mi-temps forcé, et quand les AESH pourront-elles enfin être formées correctement? L'association Une école inclusive pour tous, qui est née dans ma circonscription à Rosny-sous-Bois, assigne en justice 10 académies pour non-respect des notifications MDPH. C'est un cri d'alarme, de parents fatigués par l'État qui ne respecte pas les droits de leurs enfants. Il est temps de les écouter, monsieur le ministre, et surtout, il est temps de les entendre. Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à monsieur Édouard Geoffray, ministre de l'Éducation nationale. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée. On est tous d'accord pour dire que les AESH jouent un rôle essentiel dans l'école inclusive, et je ne vais pas rappeler pourquoi, vous l'avez très bien dit. Vous savez comme moi que sur l'école inclusive, nous avons mis en place un véritable service public de l'école inclusive. Je rappelle que les AESH sont le 2e métier de l'éducation nationale et que leur nombre a augmenté de 68% depuis 2017. On ne peut pas dire que le gouvernement n'ait rien fait. Leur rémunération a augmenté de 13% sur les 2 dernières années. Ils sont désormais en CDI au bout de 3 ans, là où auparavant ils étaient simplement en CDD. Et donc leur statut a progressivement évolué. Maintenant, il faut être clair, on a plusieurs problèmes. On a un premier problème, c'est qu'on court, si vous me permettez l'expression, après la marée. Tout simplement parce que le nombre d'enfants bénéficiant de notification d'AESH augmente de 10 à 13% par an. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un enjeu majeur sur lequel il faut qu'on travaille collectivement. C'est l'articulation entre ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire le fait d'avoir une aide, et l'accessibilité, c'est-à-dire le fait d'avoir une adaptation effective, concrète, pédagogique, matérielle, etc., aux besoins de l'enfant. Or, aujourd'hui, notre société a collectivement admis, et implicitement, que la compensation était la première, voire l'unique réponse. Quand un enfant a une situation de handicap, on commence par lui proposer un AESH avant de réfléchir à l'accessibilité. Et donc, il faut qu'on remette les wagons, pardonnez-moi, mais dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'accessibilité et que l'AESH soit effectivement une aide à l'autonomie. Troisième élément, on a également, comme vous le savez, une difficulté sur la fluidité de parcours entre le médico-social et le scolaire, qui pose aussi la question derrière des ULIS et des AESH. J'ai aujourd'hui plusieurs milliers d'élèves qui devraient être en IME et qui sont dans l'institution scolaire. Et dernier point, c'est évidemment l'enjeu RH, vous avez raison de le mentionner. Dans le cadre de la conférence nationale du handicap, j'ai dit au Sénat que nous examinerions la question d'une fonctionnalisation possible à terme des AESH. Ça pose des problèmes en termes de mesure du temps de travail, ça pose des problèmes en termes de mobilité
obligatoire, parce que quand ils sont des fonctionnaires, c'est une mobilité, et qui dépend à ce moment-là de l'évolution des besoins. Donc c'est pas forcément un progrès en soi d'être fonctionnalisé dans leur situation. Ça fait partie des choses qu'on va examiner avec l'organisation syndicale, notamment au cours des prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Yaël Ménage pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Après un nouveau budget d'impasse, la publication de la PPE 3 confirmerait que la ligne portée prolonge une politique de ruine nationale avec toute l'arrogance macroniste qui est la vôtre. Ce serait aussi un nouveau passage en force de votre part contre notre démocratie parlementaire. Les débats à l'Assemblée nationale comme au Sénat ont montré que vous êtes largement minoritaire sur ce sujet. Comment accepter que vous imposiez une trajectoire engageant notre nation pour des années sans légitimité populaire ni majorité parlementaire et au prix d'une impasse économique, financière et écologique? On ne planifie pas 10 ans d'énergie sans contrôle démocratique, sans chiffrage complet et sans retour d'expérience. Et comment ne pas s'interroger sur les intérêts à l'œuvre derrière ce choix brutal quand autant d'argent public alimente des réseaux de lobbies qui prospèrent sous la présidence d'Emmanuel Macron? Concernant l'énergie éolienne, vous ne parlez de tensions locales. Or, ce ne sont pas des tensions anecdotiques. Dans ma circonscription, dans la Somme, un département déjà très fortement touché, une plaignante a été reconnue victime par la justice. En effet, le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu que le fonctionnement de 12 éoliennes, pourtant au-delà des 500 mètres réglementaires, constituait une cause directe et certaine d'un stress et d'une anxiété. La plaignante décrivait des troubles du sommeil, des céphalées, acouphènes, vertiges, nausées, tachycardie, au point même de devoir quitter sa maison. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous suspendre la publication de la PPE 3 tant que vous n'aurez pas soumis au Parlement un débat suivi d'un vote et tant que vous n'aurez pas présenté un chiffrage complet et opposable ainsi qu'un cadre sanitaire et acoustique renforcé garantissant que nos compatriotes ne paieront pas de leur santé une politique imposée d'en haut? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Ménage. D'abord, je suis très étonnée de vous entendre porter autant de commentaires sur une PPE que vous n'avez pas encore lue, puisqu'elle n'a pas encore été présentée et que nous avons eu l'occasion de dire qu'elle intégrait les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle et les modifications aux trajectoires qui ont été publiées dans le dernier rapport de RTE il y a environ un mois de ça. Ensuite, je suis étonnée de vous entendre en plateau parler de souveraineté, de pouvoir d'achat et refuser ici qu'on avance ensemble sur l'énergie qui sous-tend la question du pouvoir d'achat, qui sous-tend la question du prix des factures d'électricité et de gaz et qui sous-tend la question de la souveraineté. Voilà. L'escrologie, madame, l'escrologie, c'est de se battre contre les énergies renouvelables, alors qu'il y a un consensus scientifique mondial pour dire qu'elles sont impératives dans les mix électriques, que ce soit en France ou ailleurs, parce qu'on vous dit qu'on a besoin de nucléaire et de renouvelables, que l'un et l'autre ne s'opposent pas, et que qu'en vous opposant au développement des énergies renouvelables éoliennes inclus, vous faites la part belle au gaz russe, vous faites la part belle au gaz de M. Tebboune, vous faites la part belle au GNL de M. Trump. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance de questions au gouvernement est suivie. Merci d'avoir suivi ces questions au gouvernement. Pour rester informé des prochains débats parlementaires, abonnez-vous, laissez un like et partagez la vidéo.